Eh bien bonjour et surtout merci au roi souterrain de m'accueillir dans ce lieu hautement symbolique, chargé d'histoire. J'en profite pour saluer Madame Aubarbier, ici présente, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui nous reçoit dans cette demeure d'autant plus auguste que c'est celle qui en 1873 a accueilli pendant quelques jours, au mois de novembre, le comte de Chambord, qui était venu passer quelques jours à Versailles avec l'idée un petit peu naïve, parce que ça fait aussi partie de son charme, que le maréchal de Mac-Mahon, sachant sa présence à Versailles, se précipiterait pour déclarer le roi, selon la formule que l'on utilisait à l'époque. Et Mac-Mahon, qui était déjà un homme, je dirais, corrompu, non pas financièrement, mais corrompu par le désir du pouvoir, hein, militaire vaincu, accroché à son poste pour préserver les mondanités de son épouse, a commis à l'égard du comte de Chambord la pire des insultes. Il n'a pas reconnu son roi, alors que paraît-il, il était légitimiste. Mais depuis lors, la République nous a initiés à bien pire. Et donc, c'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque les rois souterrains, si j'ai bien compris, ont décidé de faire cette série de vidéos, je ne pense pas dire de personnalités, mais de personnes qui ont quelque chose à dire sur la monarchie. Alors si vous voulez bien, moi je suis historien, mais je suis un historien qui aime bien regarder vers l'avenir, et donc je ne vais pas vous parler du passé, même si j'ai été flatté d'avoir l'occasion de faire allusion au comte de Chambord. Je voudrais plutôt vous parler de l'avenir, et aborder la monarchie sous les deux questions aujourd'hui qui valent. Restaurer la monarchie, est-ce que c'est souhaitable? Restaurer la monarchie, est-ce que c'est possible? Alors d'abord, est-ce que c'est souhaitable? Avant d'aborder le cœur de la réponse, je crois qu'il faut balayer deux séries d'idées reçues que même des Français très instruits continuent de véhiculer avec eux. Ces deux idées, c'est l'histoire de la fin de la monarchie en France, et l'autre, c'est la vie des monarchies en Europe. Alors l'histoire de la monarchie en France, elle ne s'arrête pas le 21 janvier 1793. Très souvent, j'entends des gens, de très bon niveau, nous dire « Ah ben oui, le roi, on lui a coupé la tête, évidemment, ça n'est pas d'actualité qui revienne. » On a effectivement coupé la tête à notre roi le 21 janvier 1793, mais la monarchie a été rétablie en 1814 sur les ruines de l'Empire, et de 1814 à 1830, la monarchie française, dans ce qu'on appelle la première et la deuxième restauration, ont édifié un pays extrêmement moderne, et on peut considérer, enfin, on même construit le début de la modernité politique en France, et on peut même considérer que si cette expérience avait continué, la France vivrait aujourd'hui à peu près comme vit le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas ou l'Espagne. Donc, être monarchiste, ce n'est évidemment pas, en tout cas à mon sens, vouloir rétablir l'Ancien Régime. Bien au contraire, le comte de Chambord, dont nous avons parlé déjà deux fois, disait, dans je ne sais plus lequel de ses manifestes, « Nous devrons reprendre le chemin entamé en 1789, c'est-à-dire le chemin vers davantage de liberté publique, davantage d'écoute du peuple, chemin qui a été complètement brisé, contourné, détourné par la terreur, et, ajoutait-il, quand le peuple de France le voudra, nous reprendrons ce chemin de libération entamé en 1789, interrompu en 1792, repris en 1814, interrompu en 1830, et le comte de Chambord était prêt à reprendre en 1873. Donc évidemment, restaurer la monarchie, ça ne veut pas dire revenir à l'Ancien Régime, ça ne veut pas dire évidemment restaurer un pouvoir dictatorial, c'est revenir à ce qu'a été la Restauration française de 1814 à 1830, dans une version évidemment modernisée, mais qui tienne compte du fait que c'est sans doute entre 1814 et 1830 que la France a connu l'apogée de son histoire. Deuxième idée reçue qu'il faut combattre, les monarchies d'Europe seraient des monarchies d'opérette.
tout à fait faux. Le Premier ministre anglais, chaque semaine, il va rencontrer la reine, ou le roi, quand c'est un roi, mais ça fait longtemps que c'est une reine. Il va rencontrer la reine et il lui rapporte l'état de sa gestion, ce qui se passe en ce moment. La reine d'Angleterre lui fait part de ses observations, le recadre quelquefois. Ça ne fait pas l'objet de compte rendu, c'est pour ça qu'on ne sait jamais exactement ce qu'ils se disent. Quelquefois, ça a été facile, quelquefois, ça a été plus difficile. Par exemple, on sait que les relations entre Elisabeth II et Margaret Thatcher n'étaient pas excellentes. Curieusement, Elisabeth II s'entendait mieux avec les travaillistes qu'elle ne s'entendait avec les conservateurs, encore qu'elle s'entendait très bien avec le Premier ministre conservateur Édouard Heath, quand il a justement voulu que le Royaume-Uni rejoignît l'Union européenne. Même chose en Suède, même chose au Danemark, même chose en Espagne. Il ne s'agit pas de monarchie d'opérette. Et j'aime bien raconter une anecdote concernant la Suède qui est fort intéressante. Dans les années, alors je ne me rappelle plus exactement, je demande de me pardonner, mais je crois que c'est quelque chose comme 1977, 18, 19. Il y avait un Premier ministre suédois qui s'appelait Thorbjörn Fälldin et qui avait été, sinon compromis, du moins plus ou moins mouillé dans une affaire de corruption. Campagne de presse, c'était déchaîné, et le Premier ministre suédois avait répondu ce que répondent toujours les hommes politiques: ah, c'est une cabale montée par mes ennemis. Moi, je suis blanc comme neige, je suis innocent, je ne m'ai jamais trompé dans aucune affaire douteuse, etc., etc. Là-dessus, il est convoqué au palais de Stockholm par Carl Gustaf, le roi de Suède, qui lui a, là aussi, il n'y a pas eu de compte rendu. C'est Fälldin qui a raconté ensuite son entretien avec le roi, il l'a raconté sur les marches du palais, d'ailleurs. Et le roi de Suède lui a dit: alors, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Fälldin répond ce qu'il répondait à la presse, à ses adversaires, etc. Sire, c'est un montage de mes adversaires, je suis totalement innocent, c'est une attaque contre moi, contre mon gouvernement. Et Carl Gustaf lui dit: ah, monsieur le Premier ministre, je crois que vous n'avez pas tout à fait compris ce que c'était que la monarchie suédoise. Je n'ai aucun doute sur votre honnêteté. Simplement, au royaume de Suède, le Premier ministre ne doit pas être simplement soupçonnable. Vous êtes soupçonnable, je vous demande votre démission. Et Fälldin a remis sa démission dans la minute à Carl Gustaf, et c'est lui-même qui l'a raconté sur les marches du palais. C'est un exemple de ce à quoi sert une monarchie moderne. C'est un peu ce qu'on appelait en France autrefois la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, l'idéal finalement, c'est que ça ne serve pas. Mais, en cas de crise majeure, en cas de difficulté réitérée du pays, le roi intervient pour ramener les choses au raisonnable. Et finalement, si le roi n'a jamais eu l'occasion d'intervenir, finalement c'est très bien. Lorsqu'en 1980, le colonel, je ne me rappelle plus de son nom, Trujillo, je crois, tente un coup de force contre la jeune démocratie espagnole, c'est le roi et le roi seul qui se pose en défenseur, et en défenseur radicalement efficace en une seule nuit de la démocratie espagnole. Un roi, ça sert à ça. Ça ne sert pas à s'occuper chaque jour du montant des impôts, de telle loi ou de telle autre, etc. Le rôle du roi, en tout cas ma position, mon point de vue aujourd'hui, un roi n'est pas là pour gouverner. Un roi, est là pour régner. Et régner, ça n'est pas une coquille vide. Vous savez, il y avait le vieux débat sous Louis-Philippe, entre Guizot, chef du gouvernement, et Thiers, quelquefois ministre, quelquefois un peu dans l'opposition, etc. Et Thiers disait: le roi règne et ne gouverne pas. Et Guizot répondait: le trône n'est pas un fauteuil vide. Et les deux avaient raison. Régner n'est pas gouverner. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Et avant d'aborder pourquoi faire la restauration et comment la faire, un roi, ça sert à quoi? Je crois qu'il faut poser la question comme ça. Je crois que ça sert à trois choses. Ça sert d'abord à incarner la nation de deux façons.
dans son unité et dans sa continuité. Dans son unité, c'est évidemment bien connu, un président de la République, un chef de gouvernement élu par 50, 51, 52, 53% des Français, ou de notre peuple d'ailleurs. Même s'il devient évidemment le représentant de l'ensemble du peuple, c'est quand même un chef de parti. Et nous le voyons aujourd'hui en France, un ancien président de la République a eu beau nous expliquer qu'il était le président des Français, du moment qu'il devient leader de l'opposition, il redevient un chef de parti. Donc le roi, n'étant pas élu, ne venant pas des partis politiques, incarne par essence l'unité nationale. Mais il incarne aussi quelque chose que l'on oublie souvent, qui est la continuité nationale. La continuité nationale, c'est quelque chose de très simple et de souvent de mal perçu. Il y a 120 ans, ou 150 ans, aucun d'entre nous aujourd'hui n'était en vie, bien sûr. Aucun de ceux qui vivaient il y a 150 ans n'est aujourd'hui en vie. Et pourtant, la France est la France. La France est la même. La continuité historique, c'est ça. Vous allez en dire, il n'y a rien de plus royaliste que l'anecdote du couteau. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote du couteau. C'est un monsieur qui a, vous le connaissez, qui a un très vieux couteau, qui tient de ses ancêtres, qui a plusieurs siècles. Et alors, la lame est abîmée. Alors, il va voir le coutelier, et le coutelier refait la lame, à l'identique. Et donc, il a toujours son beau couteau, le couteau de ses ancêtres. Et puis, quelque temps après, c'est le manche qui est abîmé. Alors, il va voir le coutelier, qui lui refait le manche à l'identique. Et donc, il ne reste plus rien du couteau initial. Et pourtant, c'est le même couteau. Et c'est ça une nation. Ceux qui faisaient la France il y a 150 ans ne sont plus en vie. Et pourtant, la France continue. Et seul le roi peut incarner cette continuité, parce que lui, il est le descendant de tous les rois avant lui, et il est également l'ascendant de tous ceux qui viendront après lui. Ça rejoint un peu le dicton « le roi ne meurt pas en France », la monarchie ne meurt pas, elle incarne la continuité historique. Ça, c'est la première fonction du roi. La deuxième, je l'ai un peu évoquée à propos de la Suède, le roi, il intervient, si possible, le moins souvent qu'on peut le faire, le moins souvent possible, mais à chaque fois, quand il faut dénouer une crise. Je vous ai mentionné l'affaire Felding en Suède, je pourrais parler également de ce qui est arrivé au Royaume-Uni. Alors là aussi, je ne me rappelle plus très bien en quelle année, je pense que ça devait être en 1972. Le Premier ministre Édouard Heath demande à la reine d'Angleterre de dissoudre la Chambre des communes. Là aussi, souvent, les journaux républicains nous expliquent que c'est le Premier ministre anglais qui décide de la dissolution. En pratique, oui, parce que le roi ne l'a jamais démenti. Mais le Premier ministre doit demander au roi ou à la reine de bien vouloir dissoudre la Chambre des communes. Bon, en général, le roi n'a jamais contesté, mais c'est quand même lui qui le décide. Donc, Édouard Heath demande à la reine de dissoudre la Chambre des communes. Pourquoi? Une dissolution anglaise. Une dissolution en anglais, ça veut dire que quand le parti majoritaire au pouvoir a des sondages favorables, au lieu d'attendre la prochaine élection où il risque de perdre les plumes, il demande une dissolution, il profite du sondage et il a 5 ans de nouveau devant lui. C'est ce que Chirac a essayé de faire en 1997. Mais là, ça a complètement raté. Bon. Mais la République n'est pas la monarchie, justement. Donc en 1972, Édouard Heath obtient la dissolution de la Chambre des communes, étant persuadé que les conservateurs vont revenir en force. Et puis il s'est trompé. Et on se retrouve, ce qui est très rare au Royaume-Uni, compte tenu du système électoral, avec une Chambre des communes sans majorité. On a des conservateurs, on a des travaillistes, et on a le petit parti libéral qui a fait une poussée importante. Et donc, comme aucun parti n'a la majorité absolue, ben c'est à la reine de trancher. Et comme le parti conservateur est quand même resté celui qui a le plus de grand nombre de députés, Édouard Heath le déclare, dans les enregistrements, à la télévision, il dit « Je pense que la reine d'Angleterre va me renommer Premier ministre ». Et la reine d'Angleterre nomme Harold Wilson, le chef travailliste. Pourquoi? Parce qu'elle a analysé le scrutin, elle a constaté que les conservateurs restaient les plus nombreux, mais qu'ils avaient perdu la majorité absolue. Et elle a analysé ce scrutin comme une volonté de changement de la part des Britanniques. Et ayant constaté au surplus que c'est le parti travailliste
bien qu'il fût toujours minoritaire, qui avait fait la percée la plus forte, elle a appelé le chef du Parti travailliste, Harold Wilson, au gouvernement. Sur le plan politique, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'elle ait fait de mieux, car la gestion des travaillistes en Angleterre a toujours été, notamment sur le plan économique, une catastrophe absolue. Heureusement que Thatcher est arrivé en 78. Mais ça, c'est autre chose. On n'est pas dans l'institutionnel, on est dans la politique. Revenons à l'institutionnel. Voilà un exemple même. On aurait pu se retrouver avec un système britannique en crise, parce qu'on n'a pas de majorité, parce que faire des gouvernements minoritaires ou des gouvernements de coalition, ça marche jamais très bien. Généralement, après s'être formé, ils se délitent en peu de temps. Là, la reine d'Angleterre a tranché, elle a joué son rôle de souveraine, elle a nommé chef de gouvernement celui qui lui paraissait le mieux correspondre à la volonté des Britanniques. Voilà un exemple. Deuxième fonction du roi, en cas de crise, en cas de difficulté, décidé Juan Carlos en tentative de coup d'État, Carl Gustave avec les soupçons de corruption du Premier ministre, la reine d'Angleterre au moment où la majorité n'était pas nette. J'aurais pu ajouter, je ne sais pas si on s'en souvient, lorsque Merkel est devenue chancelière d'Allemagne, je ne sais pas si on s'en souvient, pendant plusieurs mois, l'Allemagne n'a pas eu de chancelier, parce qu'il n'y avait pas eu de majorité, etc. Et moi, je regardais ça et je me disais, un Kaiser aurait réglé ça. Il n'aurait pas permis que le pays restât plusieurs mois sans gouvernement. Heureusement, l'Allemagne est l'Allemagne, c'est un pays solide, et on s'aperçoit en Allemagne que si pendant 6 mois ou 8 mois on n'a pas de gouvernement, finalement, c'est pas très grave, on fonctionne comme ça. Mais imaginez en France, imaginez la France sans gouvernement pendant 6 ou 8 mois. On ne fonctionnerait pas du tout de la façon, comment dire, sereine et raisonnée dont ont fonctionné les Allemands. Donc voilà la deuxième fonction du roi. Et la troisième fonction, elle est extrêmement importante, on la signale peu souvent, et je pourrais la résumer par cette formule, un roi, ça sert à empêcher les hommes politiques de se prendre pour des rois. Je m'explique. Quand vous avez au sommet de l'État quelqu'un qui ne dépend pas de l'élection, qui ne dépend pas des partis, auquel personne ne peut prendre sa place s'il n'est désigné par la loi royale qui fait de lui l'héritier du trône depuis des siècles, etc. Vous apercevez que le fonctionnement d'un gouvernement n'est plus du tout la même. Vous apercevez, c'est vrai notamment en Angleterre, c'est vrai notamment en Suède, c'est vrai notamment en Espagne, c'est vrai également aux Pays-Bas, que les ministres passent beaucoup moins de temps à essayer de dégommer celui qui est au-dessus d'eux que de faire tout simplement leur travail de ministre. Et dans tous les pays d'Europe dont j'ai pu observer le fonctionnement monarchique, notamment la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, les ministres sont des serviteurs de l'intérêt général, beaucoup plus que des ambitieux qui essaient de prendre la place de celui qui est au-dessus. Ces gouvernements vivent d'ailleurs souvent d'une manière assez modeste, alors que le roi, lui, vit de façon beaucoup plus confortable. Un roi, ça sert à empêcher les hommes politiques de se prendre pour des rois. Et je me doute bien que ça, dit dans la France de 2015, ça a quand même un écho particulièrement vif, sinon violent. Et j'en viens à ceci. Notre République est en train de tuer ce pays. Par sa bêtise, par ses veuleries, par ses hésitations, par sa suradministration, par sa surfiscalisation, par son incompréhension de l'économie, par la perte totale aujourd'hui de ce que sont non seulement les convictions politiques, mais même ce que sont les conceptions de la société. Moi, je suis frappé de voir que nos dirigeants de droite comme de gauche, parce que finalement ça n'a aucune importance, sont des gens généralement ignares, incultes, vulgaires, cyniques. C'est la réalité aujourd'hui. La France, elle mérite mieux que ça. Et ce n'est pas la peine de rêver d'une 6e République qui succéderait à une 5e. D'ailleurs, de ce côté un petit peu ridicule, la France est le seul pays au monde qui numérote les républiques. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Un des pays qui sont républicains depuis peu de temps, comme l'Italie ou l'Allemagne,
sont dans la République, ils sont dans la République. La Constitution allemande est date de 1949, la Constitution italienne, je crois, à peu près de la même époque. Les États-Unis, bah, ils sont en République depuis leur création, c'est ni la première ni la deuxième. La France est le seul pays qui numérote les républiques. C'est le seul pays qui a une espèce, comment dirais-je, de laboratoire constitutionnel toujours ouvert, dans lequel on fait des expériences. Alors la première a raté, on a fait la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, et puis il y a encore aujourd'hui des associations, des clubs, des mouvements, pour expliquer qu'il faudrait mettre en place une sixième république, avec des idées souvent un petit peu farfelues, du style pourquoi ne pas instaurer en France le régime présidentiel? Alors, comme on me laisse un peu de temps, je voudrais passer, si vous me permettez, 1 minute sur le régime présidentiel et vous montrer combien cette idée est complètement stupide dans le contexte français. Alors d'abord, le régime présidentiel, il fonctionne dans un pays au monde et un seul. Ils sont les États-Unis. Il ne fonctionne dans ce pays que parce que les États-Unis sont un pays fédéral. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit souvent en France, le président des États-Unis n'a qu'une compétence d'attribution. L'essentiel des décisions politiques se prennent au niveau des États. Et le président des États-Unis a essentiellement sous sa responsabilité la défense nationale et la diplomatie. Ce qui fait quand même une sacrée différence avec notre État unitaire. Troisièmement, le président des États-Unis, j'ai eu la chance, il y a de nombreuses années, de faire un stage auprès de la Chambre des représentants américaine. Vous n'avez aucune loi aux États-Unis qui soit votée par un seul parti. Quasiment toutes les lois votées aux États-Unis le sont après discussion entre démocrates et républicains, et vous avez toujours une partie des démocrates qui a voté pour, et une partie des républicains, et puis une partie des démocrates qui a voté contre, et une partie des républicains qui a voté contre. Alors c'est vrai que la loi, quand elle est très libérale, elle est plutôt républicaine, c'est un peu plus interventionniste, elle est plutôt démocrate. Mais elle est toujours le fruit d'une discussion au sein du Parlement qui est absolument impensable dans notre pays, relativement, même plus que relativement, idéologisé. Mais c'est vrai de la France, mais c'est vrai également des autres pays. Donc c'est cette caractéristique très particulière de la société américaine, où la politique, c'est pas si important que ça, le business est bien plus. Deuxièmement, la politique, ça se règle au niveau des États, et non pas au niveau de la fédération. Et troisièmement, au niveau de la fédération, on discute et on arrive toujours à se mettre d'accord. C'est uniquement dans ce cadre-là que le régime présidentiel fonctionne. En France, il n'a aucune chance de fonctionner, car les conditions ne sont pas réunies. Qui plus est, j'ajoute qu'au moment où on veut faire l'Union européenne, le modèle institutionnel de l'Europe, c'est le régime parlementaire, ce n'est pas le régime présidentiel. Il n'y a aucun régime présidentiel en Europe. Le modèle des institutions européennes, c'est le régime parlementaire, et c'est le régime monarchique. Car la plupart des pays modernes d'Europe sont des monarchies parlementaires. Et si la France devenait une monarchie parlementaire, elle ne serait pas en train de faire de quelque chose de complètement débile, à contresens de l'histoire. Elle serait en train de faire deux choses importantes, se réconcilier avec son passé et rejoindre finalement le modèle dominant européen, c'est-à-dire, pour dire des choses qui ne vont pas faire plaisir à ceux qui prônent le politiquement correct, c'est-à-dire le modèle dominant dans l'Occident chrétien. Voilà pourquoi la restauration de la monarchie me paraît éminemment souhaitable. Alors maintenant, est-ce que c'est possible? Alors là, encore, il y a deux questions qui se posent. Rétablir le roi, oui, mais lequel? Et à supposer qu'on se mette d'accord sur le roi, comment faire juridiquement? Alors le roi, lequel? Bon. Je ne voudrais pas parler de moi-même, mais quand même, il y a quelques années, j'ai fait une petite enquête qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Louis XX, petit-fils du roi Soleil, en posant cette question toute simple: quel est le légitime héritier du trône de France depuis qu'en 1883, le comte de Chambord, décidément lui, il nous aura beaucoup marqué aujourd'hui,
depuis qu'en 1883, le comte de Chambord est mort sans enfant. Quel est le légitime héritier du trône de France depuis lors, puisque, en gros, pour simplifier les choses, deux familles se disputent le trône, les princes d'Orléans et les princes d'Anjou, qu'on appelle également Bourbon d'Espagne. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions monarchiques, j'étais persuadé, comme 95% des Français, que les princes d'Orléans étaient les héritiers du trône. Et une enquête serrée, notamment sur le plan juridique, m'a démontré exactement le contraire. Je crois qu'aujourd'hui, en 2015, nous n'avons plus aucun doute sur l'héritier du trône. C'est évidemment le duc d'Anjou, chef de la maison de Bourbon, aîné des Capétiens, qui serait le roi Louis XX. Alors pourquoi lui et pas son cousin d'Orléans? Pendant longtemps, on a considéré, non sans de bons arguments d'ailleurs, c'est une affaire historique un petit peu compliquée, que le petit-fils de Louis XIV, duc d'Anjou, justement Philippe, devenant roi d'Espagne, pour réussir à sauver sa couronne contre l'Europe coalisée contre lui, avait dû renoncer à tous ses droits sur la couronne de France, pour lui-même et pour ses descendants. Ça, c'est le traité d'Utrecht de 1714, et la famille d'Orléans, évidemment, qui est la famille cousine la plus proche, non affectée par ces renonciations au trône de France du traité d'Utrecht, disait, bon ben, toute une branche s'étant elle-même exclue du trône, l'héritage nous revient. C'est ce que les royalistes français ont considéré pendant très longtemps. Puis là-dessus, les légitimistes, les partisans de la branche aînée, et puis également soucieux de l'unité de la famille royale et des royalistes en France, ont considéré que les renonciations annexées au traité d'Utrecht étaient juridiquement non valables. Non valables parce que non conformes aux lois fondamentales du royaume. Et là, je me permets d'être en désaccord avec mes amis légitimistes, ayant bien regardé les renonciations annexées au traité d'Utrecht, je suis obligé de considérer qu'elles sont juridiquement valables. Pourquoi sont-elles valables? Pour une raison simple, parce que c'est déjà le cas au début du XVIIe siècle, le droit international l'emporte toujours sur le droit national. Car si le droit international ne l'emportait pas sur le droit national, mais ce serait la guerre permanente. Aucun traité ne vaudrait rien. N'importe quelle convention internationale, il suffirait qu'un pays revenant chez lui et dise « Ah oui, mais cette convention internationale, je l'ai signée pour faire la paix, mais elle n'est pas conforme à mon droit interne, alors le traité ne vaut rien. » Mais on n'aurait jamais passé de traité. On serait en guerre permanente. Une thèse également fausse, selon laquelle, mais les pays ensuite s'étant fait la guerre, ça annule les conventions qu'ils ont passées. Pas du tout. Une étude de l'ONU en 1963 a montré qu'au contraire, la guerre suspendait les accords internationaux, mais ne les remettait pas en cause. Nous avons, puisqu'on parle par exemple du traité d'Utrecht, la France et l'Angleterre et d'autres pays se sont fait la guerre évidemment depuis lors, et plusieurs fois. Il n'empêche que par exemple, c'est toujours le traité d'Utrecht qui règle la répartition des zones de pêche au large de Terre-Neuve. Le droit international est supérieur au droit national et subsiste aux conflits qui peuvent opposer des États partis au traité. Alors on dirait, alors si le traité d'Utrecht est valable, les renonciations sont valables, et donc la branche aînée de la maison de Bourbon n'a plus droit au trône. Pas du tout. Pas du tout. Le traité d'Utrecht n'avait aucunement l'intention de modifier l'ordre de succession à la couronne de France. Ça c'est très clair, et c'est écrit. Il n'avait aucunement l'intention de modifier, dans la mesure où à ce moment-là, les Bourbons de France il y avait suffisamment de descendants pour que le problème ne se posât jamais. Le problème ne s'est posé qu'en 1883, quand les Bourbons de France ont disparu et que leurs plus proches cousins étaient évidemment les Bourbons d'Espagne. Mais dans ce cas-là, on est dans quelque chose de très simple. Je ne comprends pas pourquoi les légitimistes se sont quelquefois pris la tête avec ça. On est dans ce qu'on appelle tout simplement un conflit de loi. Nous avons d'un côté un traité
qui dit une chose, et qui, je le répète, est valable, tant qu'il a été en France, ratifié selon les formes voulues, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis nous avons les lois fondamentales du royaume, qui désignent l'héritier du trône de France, et nous avons une contradiction entre les deux. Et cette contradiction, c'est très facile à régler, ce droit. C'est très facile à régler. Alors il y a plusieurs manières, évidemment, de les régler. D'abord, on peut considérer que les raisons qui ont poussé Philippe V, roi d'Espagne, à renoncer au trône de France en 1714, lors du traité d'Utrecht. D'abord, c'est une décision qu'il pouvait prendre pour lui-même, mais il ne pouvait évidemment pas la prendre pour ses descendants. Donc, la question est déjà réglée de cette façon-là. Deuxièmement, si nous restaurons la monarchie, donc faisons appel à l'aîné de la maison de Bourbon, il y a quand même peu de chances que les pays partis au traité d'Utrecht, qui existent toujours, parce qu'il y a des pays qui ont disparu entre-temps, alors il en reste quand même quelques-uns, il reste l'Espagne, il reste l'Angleterre, et les Pays-Bas. Il y a peu de chances que l'un des trois nous déclare la guerre. Bon, pour cette raison-là. Et puis, il y a aussi la formule diplomatique simple, que le prince Alphonse d'ailleurs avait posé d'ailleurs la question à Margaret Thatcher. Il avait dit, mais si la France restaurait la monarchie, comment l'Angleterre réagirait? Et Margaret Thatcher a dit, bah, on discuterait. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut parler comme les jeunes, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Si les renonciations d'Utrecht sont valables sur le plan du droit international, et nous devons en plus, je trouve, respecter la parole de nos rois, car il y aurait quand même un sacré paradoxe pour les Bourbons aujourd'hui, à la fois à se réclamer du grand ancêtre Philippe V, et en même temps à dire, en revanche, ce qu'il a signé, ça ne vaut rien. Alors c'est ou l'un ou l'autre. On respecte l'homme et on respecte sa signature, ou on n'en a rien à faire, et dans ce cas-là, le roi de France, ça peut être n'importe quoi. Et sur le plan juridique, je vous dis, la question serait très facilement. Quant à l'identité de l'héritier du trône, il faut vraiment en finir avec ça, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, c'est la logique même. Peut-on imaginer que le chef de la maison de Bourbon ne soit pas en même temps l'héritier du trône de France? C'est évidemment grotesque. Donc nous n'avons plus aucun doute sur la personnalité, sur la personne du roi de France. C'est une question qu'il faut maintenant complètement éliminer et renvoyer la prétendance orléaniste comme non-dorfiste, comme je ne sais quoi. J'ai vu un jour, il n'y a pas longtemps, que Michel de Grèce, pour lequel j'ai un grand respect par ailleurs, nous avait trouvé un autre héritier du trône de France en Inde. Alors, je crois que son bouquin s'appelle le Raja Bourbon, ou je ne sais pas quoi, mais pourquoi ne pas trouver demain un Bourbon qui va nous venir de Patagonie ou de Lambator? Enfin, c'est complètement grotesque. Donc voilà, nous n'avons plus aucun doute, ni sur le plan juridique, ni sur le plan historique, sur la personnalité de l'héritier du trône de France. Donc, arrêtons avec ce genre de bêtises qui ne font que ridiculiser les royalistes. Et je pense que si les princes des familles d'Orléans et de Parme ont le sens des responsabilités, ont le sens de l'intérêt supérieur de la nation, ont le sens de l'intérêt général, ils reconnaîtront eux-mêmes, comme le comte de Paris l'avait fait au comte de Chambord, ils reconnaîtront d'eux-mêmes la primauté de leur cousin, chef de la maison de Bourbon, comme étant le roi de France de droit. Alors, maintenant, deuxième question, la restauration, elle peut se mettre en place comment sur le plan juridique? Nous vivons en démocratie, nous vivons en liberté, et je pense que tout le monde souhaite y rester. Nous vivons sous l'empire d'une constitution, celle de 1958, dont l'article 89, ça s'est tombé comme ça, si c'est le numéro 89, je ne crois pas que ce soit une astuce des constituants. L'article 89, dans son troisième ou quatrième alinéa, il faudrait vérifier, dispose que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Alors cette disposition appelle deux séries de remarques. La première, qui m'a toujours étonné, même quand j'étais étudiant en droit, pourquoi la forme républicaine du gouvernement et pas la forme républicaine des institutions? Parce qu'en France, ce n'est pas le gouvernement qui est républicain, ce sont nos institutions. Le président de la République, le Parlement, ils font partie du gouvernement, ils sont pourtant républicains. Or, curieusement, on a choisi ce terme de forme républicaine du gouvernement, et non pas des institutions.
Alors si on voulait s'amuser un petit peu, voilà, c'est ça, à faire de l'exégèse de texte, on pourrait jouer là-dessus. Mais ce n'est pas le plus important. Je le cite simplement pour mémoire. Alors, aucune révision constitutionnelle ne pourrait remettre en cause la forme républicaine, donc des institutions, puisque c'est sans doute comme ça qu'il faut comprendre le mot gouvernement. Mais nous avons un précédent, justement, qui est la loi du 3 juin 58, qui est la loi qui a enclenché la mise en place de la Ve République. Lorsque De Gaulle revient au pouvoir, appelé par les Français, il dit, pas par tous, mais par une large majorité quand même, rappelé par une large majorité de Français, il ne veut pas être le dirigeant de la 4e République. Il veut mettre en place de nouvelles institutions. Et lui-même se trouve confronté au même problème juridique que les monarchistes. C'est-à-dire que la constitution de la 4e République, la constitution de 1946, prévoit pour ses modalités de révision un système dont en général De Gaulle ne veut pas. Alors que fait-on? C'est ça la loi du 3 juin 58. On modifie, selon les formes prescrites par la Constitution, un seul article de la Constitution, celui qui est relatif à la procédure de révision. Et donc, rien n'empêche aujourd'hui de faire une réforme constitutionnelle en 2 temps, qui consisterait d'abord à abroger le 3e ou le 4e alinéa de l'article 89, selon les formes prescrites, et à partir de là, on n'a aucun problème juridique pour instaurer un autre système que le système républicain. Donc quand on vous dit sur le plan juridique que ça n'est pas possible, c'est parfaitement possible, et c'est tout à fait possible en respectant scrupuleusement les normes prévues par la Constitution de 58, comme De Gaulle, par cette astuce, avait réussi à préserver les formes de la Constitution de 1946. Mais le problème majeur est quand même moins juridique que politique. Il faut voir les choses en face. Quand vous interrogez les Français aujourd'hui, pour eux, la monarchie, c'est un système fini. C'est un système d'opérette dans les pays voisins. Je vous ai expliqué que non, mais il n'empêche que c'est quand même ce que pense la majorité de nos compatriotes. Ils considèrent aussi, je vous ai expliqué que non, mais ils ont quand même tendance à considérer que la monarchie et l'Ancien Régime, c'est un peu la même chose. Et puis, on ne voit pas très bien comment pourrait fonctionner un modus operandi. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas envisager un coup d'État. On ne peut pas envisager un coup de force militaire. Ces temps-là sont passés. Il y a quelque chose auquel je crois. Alors, il y a la thèse providentialiste, qui est assez amusante, mais qu'il faut toujours citer par mémoire. La thèse providentialiste, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un roi caché, parce qu'en plus ils compliquent les choses, ces gens-là, en disant la personnalité de roi, on ne la connaît pas forcément, bon. Et même si on fait litière de ça, et puis la divine providence y pourvoira. Et on ne sait pas comment les choses se passeront, mais de toute façon, comme les choses ne se passent jamais comme on les a prévues, l'idée n'est pas forcément idiote qu'une solution sortira d'elle-même. Je parlais de 1958, je rappelle quand même qu'en février 1958, on ne parlait pas encore de sondage, mais déjà d'études d'opinion. Et à la question posée aux Français, souhaitez-vous le retour au pouvoir du général de Gaulle? Ils étaient moins de 5%. Moins de 5% à dire oui. C'est-à-dire moins qu'aujourd'hui, il y a de gens, quand on les interroge, pour dire souhaitez-vous le retour en France de la monarchie, c'est plus que ce que De Gaulle obtenait en février 1958. Donc quand on vous dit c'est impensable, rien n'est sûr. La vie politique, c'est fait de bouleversements, c'est fait de changements, c'est fait de surprises. Qui pouvait s'attendre à l'écroulement du Second Empire en 1870? Qui pouvait s'attendre en 1789 à la Révolution? Qui pouvait s'attendre à ce qu'en 1830, alors que la France, Stendhal le républicain disait que jamais la France n'avait été aussi heureuse que sous Charles X, qui aurait pu penser qu'en 1830, une révolution balayerait tout ça. Donc, quand on est historien, on ne lit pas dans le bar de café, on ne fait pas de prévision, mais quand on ne fait pas on ne fait pas de futurologie, mais la futurologie, quand on se défend d'en faire, il faut la faire dans tous les sens. C'est-à-dire, oui, la restauration monarchique, franchement, ça n'a rien d'impossible, même si aujourd'hui, il y a peu de Français qui y sont favorables. Et c'est d'autant moins impossible que quand on réfléchit un peu, comme j'ai essayé de le faire là avec vous,
on s'aperçoit que c'est la logique même, que c'est la manière de réconcilier la France avec son histoire. La France est d'essence un pays monarchiste. Un seul exemple. Le mariage de William et Kate, diffusé en direct par toutes les grandes télévisions du monde. Le pays où il y a eu le plus de spectateurs en proportion de la population, le premier au monde, ce n'était pas l'Angleterre, c'était la France. La France a gardé une espèce de regret, de nostalgie, de ce que représentait la monarchie. Et qu'on ne nous dise pas, ah oui, mais la monarchie, ça coûte très cher, nous sommes déjà dans un pays qui croule sous les dépenses publiques. La couronne britannique coûte moins cher que la présidence de la République française. Et en plus, la couronne britannique est presque entièrement autofinancée. Alors, on peut dire que ce n'est pas forcément brillant, que ce soit avec les mugs, les assiettes, avec le portrait du roi, de la reine. Oui, mais il n'empêche, la couronne britannique, elle vit à peu près de ses ressources, et elle coûte quasiment rien aux contribuables anglais. Franchement, si on pouvait faire la même chose en France, je crois que le contribuable français serait très heureux. Mais ce qui nous manque, c'est le déclic. Comment passer de cet état d'esprit dominant selon lequel les Français n'ont pas envie de retourner à la monarchie à l'adoption d'un système qui constituerait effectivement chez nous une révolution à l'envers. Alors, même si on met de côté les considérations un peu provocantes, mais que je cite quand même pour mémoire, et comme je me disais l'autre jour, un grand chef d'entreprise, donc quelqu'un qui est dans la modernité, qui me disait, de toute façon, l'avenir de la France est simple. C'est ou Allah ou le roi. Donc faisons en sorte que ce soit le roi si nous ne voulons pas devenir la première république islamique d'Occident. Je ne veux pas, là aussi j'ai dit qu'il ne fallait pas faire du futurologie, donc je dois apporter de jugement là-dessus. Mais c'est vrai que l'évolution de ce pays, où comme disait très justement Philippe de Villiers, on démolit des églises, on ferme des usines, on construit des prisons et on ouvre des mosquées. C'est ça la réalité de la France aujourd'hui. Et ça, franchement, il n'y a qu'un prince qui peut nous en sauver de cette évolution-là. Politiquement, les changements d'état d'esprit majoritaires peuvent se faire très vite. Je reviens un petit peu en arrière. Moi, je ne crois pas beaucoup, enfin, je pense peu souhaitable le coup de force ou le coup militaire. J'estime également peu souhaitable que la France arrive à un tel degré de déclin que la monarchie s'impose, parce que ça serait au prix, effectivement, de douleurs qu'il vaut peut-être mieux éviter. Les monarchistes historiques se félicitent évidemment de l'élection de février 1871, qui a amené une majorité à l'Assemblée nationale de 400 députés monarchistes sur 600, mais il n'empêche que si on avait quand même pu éviter la défaite de 1970, c'était quand même mieux. Donc je vous dis franchement que d'un point de vue personnel, je préfère sacrifier la monarchie à la tranquillité de la France. Si rétablir la monarchie en France, ça passe par 2 millions de morts, je préfère qu'on reste en République. Voilà, je dis les choses franchement. Mais je pense qu'on peut éviter les deux. C'est-à-dire que le peuple français étant aujourd'hui un peuple mature, un peuple mûr, qui est capable de regarder ce qui se passe dans le monde, je pense qu'il est capable aujourd'hui de comprendre l'intérêt de rétablir la monarchie sans que ça soit à la suite d'une tragédie nationale. Donc la voie démocratique, parlementaire, des élections, me paraît, elle n'est pas forcément la seule, mais il y en a une qui peut sortir de l'histoire et qu'on ne peut pas prévoir, me paraît aujourd'hui la plus raisonnable. Donc, et c'est un énorme travail à faire, donc c'est à nous, à vous les monarchistes aujourd'hui, à faire un travail de pédagogie continuelle, expliquer partout où on peut le faire, dans nos écoles, nos quartiers, nos amis, l'intérêt pour la France de restaurer la monarchie. Nous avons tous fait cette expérience. Quand nous discutons sereinement avec des gens intelligents qui sont persuadés d'être républicains, après un débat un petit peu long, ils en ressortent en disant « Finalement, c'est pas idiot ce que tu dis. C'est vrai que rétablir le roi, on y gagnerait sur tous les plans. » Alors voilà, continuons à le dire, continuons à faire du prosélytisme, même si c'est un terme qui n'est plus très à la mode, et puis, comme diraient justement les providentialistes, ben, la divine providence, espérons qu'elle fera le reste.